Parce que la vie sans musique serait une erreur. Du 78 tours au streaming. Ce n'est que de la musique. 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 Le podcast qui ne manque pas d'air. That's it. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le numéro 9.1 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Et oui, 2024, nouvelle année, nouvelle saison et nouvelle formule donc pour ce podcast. Mais rassurez-vous, je vais continuer à parler de musique, de l'histoire de la musique, et bien sûr, on va en écouter aussi. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté le petit trailer que j'ai posté il y a quelques jours, c'est très simple, chaque mois on va revenir sur ce qu'il se passait il y a 70 ans, 60 ans, 50 ans, etc., le même mois, et on finira par évoquer des nouveautés. Donc chaque décennie aura droit à son petit épisode, sa petite capsule, et pour les plus gourmands et patients d'entre vous, à la fin du mois sortira l'intégrale, donc les 8 épisodes concentrés dans un même podcast. On démarre donc avec... Février 54, voilà, vous avez tout compris. Embarquez avec moi dans la DeLorean pour ce voyage dans le temps et la musique. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Oh my papa, to me. Ça, c'est Oh My Papa d'Eddie Fisher et c'est le gros tube de février 54, numéro 1 pendant 8 semaines aux États-Unis, top 10 en Angleterre, où était numéro 1 la version instrumentale enregistrée par le trompettiste Eddie Calvert. Oh My Papa, c'est une chanson écrite en 1935 et reprise par tout un tas d'artistes différents. En version française, en tout cas francophone, on a eu par exemple en 64 la version du jeune québécois Jacques Bélanger. C'était un papa merveilleux. Toujours dans les années 60, mais plus tôt, et dans un genre très différent, les Bobettes. Oh, oh, my papa, to me he was so wonderful. Les Bobettes, on en a parlé dans l'épisode sur les girls group, mais les pauvres, ce n'est pas avec cette reprise qu'elles sont arrivées à faire redécoller leur carrière. Mais revenons à février 1954. Big Joe Turner est ce qu'on appelle un blues shouter, ce qui signifie que sa voix porte tellement qu'il est capable de chanter sans amplification, même avec un groupe derrière lui. Les frères Ertegun avaient repéré l'oiseau au début des années 50 et réussirent à le faire signer dans leur toute nouvelle maison de disques Atlantic Records. Il y a quelques chansons qui marchent fort dans les classements R&B. Alors petite parenthèse, le rhythm and blues dans les années 40 et 50, c'est tout ce qui rassemble la musique faite par les Afro-Américains. Amérique, ségrégation, t'as capté. Donc Big Joe Turner se hisse à la 3e place avec Sweet 16. You are just sweet 16. You just left your home, baby. Et même à la première avec le sautillant Honey Hush. I didn't come in this house, stop all that yakety yak. I didn't come in this house, baby, stop all that yakety yak. Chanson aussi connue sous le nom de Yakety Yak, qui va remplir le compte en banque de Madame Joe Turner puisque c'est à son nom qu'il va déposer les droits d'auteur. Chanson reprise par une ribambelle d'artistes ou de groupes par la suite, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Elvis Costello pour les noms les plus ronflants, mais aussi par les Jets. Pour continuer à surfer sur le succès, Ahmet Ertegun suggère à Jess Stone, bluesman mais aussi compositeur, arrangeur et producteur pour Atlantic Records, Ertegun suggère donc à Jess Stone d'écrire un autre blues up-tempo pour Big Joe Turner. Pour la musique, pas de problème, Jess Stone écrivait des chansons comme nous on scrolle sur nos portables. Pour les paroles, Stone essaye des trucs, puis tombe sur Check, Rattle and Roll. Bon, ok, ça a déjà été utilisé en ragtime dans un vaudeville des années 10, mais à l'époque, ça parlait réellement d'une partie de D. Là, la signification du titre est plus sulfureuse, comme le reste des paroles, et puis comme le vocable rock'n'roll après tout. Le 15 février 1954, Big Joe Turner enregistre ce qui va devenir une des pierres fondatrices du rock, Check, Rattle and Roll, une chanson qui finira quelques semaines plus tard numéro 1 au classement Rhythm and Blues et 22 au top 100 US, et plus tard 127e au top 500 des plus grandes chansons de tous les temps du magazine Rolling Stone.
hands. Well, you get in that kitchen, make some noise with the pots and pans. Well, you wear those dresses, the sun comes shining through. Well, you wear those dresses, the sun comes shining through. I can't believe my eyes, all of this belongs to you. I believe you was all you devil in now. I believe you was all you devil in now. Well, Lord, I work the faster my money goes. I said shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Well, you won't do right to save your doggone soul. Yeah, blood, blood. I like a one-eyed cat peeping in the seafood store. I like a one-eyed cat peeping in the seafood store. But I can look at you till you ain't no child no more. I shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Well, you won't do right to save your doggone soul. I lay over the hill, way down underneath. I lay over the hill, way down underneath. You make me roll my eyes, baby, make me grit my teeth. I said shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Shake, rattle and roll. Well, you won't do nothing to save your doggone soul. Shake, rattle and roll. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule 9.2 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Une capsule aujourd'hui consacrée à février 1964, le mois où les Beatles débarquent aux États-Unis. Ouais, ça fait du bruit quand ils arrivent à New York et c'est le début de ce qu'on appellera plus tard la British Invasion. Mais plus à l'ouest, le gouverneur de l'Indiana, un dénommé Matthew Welch, est très inquiet à propos d'une chanson qu'il juge dangereuse car pornographique. Elle a tellement mauvais goût selon lui qu'elle lui provoque des picotements dans l'oreille dès qu'il l'entend. Cette chanson si dangereuse aux oreilles du gouverneur de l'Indiana, c'est la version de Louie Louie par les Kingsmen. Louie Louie, au départ, c'est une chanson de Richard Berry. Ça vous étonne Richard Berry qui mange un Sveltes? Non, mais ça nous étonnerait que ce Richard Berry ait écrit Louie Louie en 1953. Déjà parce qu'en 1953, notre Richard Berry avait 3 ans, mais surtout parce qu'on parle ici de Richard Berry Jr., chanteur et songwriter afro-américain, né à Louisiane en 1935. Il ne se doutait pas qu'en publiant cette chanson, il en ferait un des titres les plus repris de l'histoire de la musique, avec plein de droits d'auteur à la clé. Vous pouvez gagner jusqu'à $1 million, mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez? Disons que si j'arrive à ce niveau du jeu, je pense que je quitterai ma femme et que je me paierai des putes de luxe. Eh bien non, il n'a pas quitté sa femme et pour cause, il a vendu ses droits pour $750, histoire de financer son mariage avec Dorothy. L'histoire se finit bien pour Richard Berry puisqu'il va récupérer les droits de Louie Louie en 1985 avec un chèque de $2 millions à la clé.
On ne sait pas ce que Richard a fait de son fric, d'autant plus que Dorothy n'était plus Madame Berry. Au fait, ce bon vieux Richard s'est beaucoup inspiré de René Touzet, un musicien cubain auteur de El Loco Cha-Cha. Donc bon, il est déjà vénard de ne pas avoir dû partager avec le cubain. Mais revenons à Matthew Welch, vous savez, le gouverneur de l'Indiana. Il interdit aux radios de son état de diffuser Louie Louie et se tourne de la Commission fédérale des communications afin que cette agence gouvernementale ouvre une enquête. Verdict, quelle que soit la vitesse à laquelle on passe le disque, les paroles sont inintelligibles. Tout ça pour ça. Mais sacré coup de pub pour les Kingsmen et la maison de disques s'en félicite. Affaire classée ? Pas du tout, chers amis. Un parent outré écrit au ministre de la Justice des États-Unis, un certain Robert Kennedy, oui, le frère d'eux, affirmant que les paroles de Louie Louie sont obscènes à tel point que la décence l'empêche de les retranscrire dans le courrier. Bobby Kennedy transmet l'affaire au FBI qui va enquêter, tenez-vous bien, 31 mois. On va aller consulter les différentes versions des paroles qui circulent chez les adolescents, on va auditionner Richard Berry Jr., des membres des Kingsmen, des directeurs artistiques de maisons de disques, on auditionne la terre entière, sauf Jack Haley, le chanteur des Kingsmen, au moment de l'enregistrement de Louie Louie en avril 63. En effet, comme il ne faisait plus partie du groupe en 64, personne n'a pensé à le faire témoigner. Pas toujours au top les Américains. Ce n'est pas qu'on est des surhommes, nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. Au bout de 31 mois d'enquête, le FBI déclare que les paroles de Louie Louie ne sont pas obscènes. Pour terminer sur une petite note de mauvaise foi, Matthew Welch, l'homme par qui tout ce bazar a commencé, a déclaré en 1991 qu'il ne souhaitait absolument pas censurer Louie Louie, il voulait juste qu'il ne soit pas joué. Pour emmerder le fantôme de feu Matthew Welch, on va s'écouter Louie Louie, mais comme on est en février 64, ce sera la version des Surferys, un groupe de surf rock. Cette version est issue de leur album Hit City 64, sorti il y a tout juste 60 ans. Grab your woman, it's a Louie Louie time. Yeah, you said it right. All right. Tell 'em about it. A Louie Louie. Yeah, buddy, so we gotta go now. I said a Louie Louie. Whoa, no, I said we gotta go now. Yes, it's fine little girl, you wait for me, yeah. The little brother, come with me, I said, come to sit down, all alone. Come little brother, making it home, I said, now Louie Louie. Whoa, no, I said, we gotta go now. I said, Louie Louie. Whoa, no, I said, we gotta go now. All the stomp and shout and work it on out, hey. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule 9.3 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air, une capsule qui sera consacrée à février 1974. Ça y est, je pense que vous avez tous compris le principe. Avant de commencer, ne vous inquiétez pas, votre périphérique d'écoute n'a aucun problème, c'est moi qui suis très malade. Mais voilà, mais même malade, je remplis ma mission.
Alors vous le savez, la vie est injuste et certaines personnes sont tombées dans la marmite du talent quand elles étaient petites et ces mêmes personnes sont un jour touchées par la grâce. Et quand ça leur tombe dessus, leur vie s'en trouve définitivement changée. Plus rarement, la grâce leur tombe 2 fois dessus le même jour. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Dolly Parton. Non, elle n'a pas mis 2 buts en finale de la Coupe du Monde, mais le même jour, elle a écrit les 2 chansons qui remplissent son compte en banque depuis 50 ans, et c'est pas près de s'arrêter. Alors pour ceux qui, comme Thierry Hazard, réduisent Dolly Parton à une énorme paire de seins, Elle se dit qu'avec son tour de poitrine, oh, du genre Dolly Parton. attention, on a de sacrées références ici. Donc je disais, réduire Dolly Parton à une énorme paire de seins serait une Erreur. Dolly Parton, née le 19 janvier 1946, dans un tout petit chalet d'une pièce dans le Tennessee sur les bords du fleuve Little Pigeon. Oui, petit pigeon. Elle chante à l'église à partir de l'âge de 6 ans, et à 7 ans, elle se fabrique une guitare dont elle apprend à jouer. Grâce à son oncle Bill Owens, guitariste country et songwriter de son état, Dolly Parton commence à chanter à la radio et à la télévision locale. À 13 ans, on lui fait enregistrer son premier single, Puppy Love. Puppy love, puppy love, they all call it puppy love. I'm old enough now, kiss and hug, and I like it. It's puppy love. Ok, c'est pas extra, mais faut bien commencer un jour. Une fois le bac en poche, Dolly Parton part dès le lendemain à Nashville. Non, Eddie, c'est bien à Nashville que Dolly part avec son oncle Bill Owens. Tous les deux vont se faire embaucher pour écrire des chansons, et en 1966, le duo d'auteurs atteint la 7ème place des charts country avec Put It Off Until Tomorrow, chanté par Bill Phillips. Put it off until tomorrow. Whoa, whoa. You've hurt me enough today. Par Bill Phillips et Dolly Parton, car en entendant la démo qu'on lui a proposée, Phillips a déclaré « Quelle que soit la fille qui chante les harmonies, je la veux sur le disque ». Et si au départ on avait envisagé pour Dolly une carrière de chanteuse pop bubblegum, notamment à cause de sa voix aiguë de soprano, après Put It Off Until Tomorrow, la maison de disques a compris, Dolly Parton sera une chanteuse country. En 1967, Porter Wagoner va l'inviter à intégrer son show télé, le Porter Wagoner Show. Aucune imagination. Et Dolly participera toutes les semaines jusqu'en 1973, ce qui ne l'empêchera pas d'avoir une carrière solo prolixe, 12 albums entre 67 et 73, dont My Favorite Songwriter, Porter Wagoner. Oh, les gars, vous avez entendu ça? Faillotte. Oh, la faillotte. Quoi, faillotte? Bon, attends, le... Début 73, une jolie rouquine tourne autour de son mari, et ça lui inspire la chanson Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene qui est grimpée à la 63e place du top 500 Rolling Stone des plus grandes chansons de tous les temps, et surtout sa deuxième chanson la plus souvent reprise, notamment par les White Stripes, qui l'ont fait découvrir à un tout nouveau public, y compris votre serviteur, en 2004. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Bon, déjà, il y a énormément d'artistes qui auraient aimé écrire dans toute leur carrière ne serait-ce qu'une seule chanson ayant laissé autant de traces dans la culture pop. Et bien, cette chère Dolly va encore monter d'un niveau avec la chanson suivante, écrite donc le même jour que Jolene. Et ouais, I Will Always Love You, c'est aussi une chanson écrite par Dolly Parton. Évidemment, vous avez reconnu la version de Whitney Houston pour la BO de Bodyguard en 92. Cette reprise de la nièce de Dionne Warwick et spécialiste de la sieste en apnée au fond d'une baignoire, reste à ce jour le single le plus vendu de tous les temps pour une artiste féminine avec 24 millions d'exemplaires. La rumeur dit que Dolly Parton n'était pas très chaude à l'idée que Whitney Houston ne reprenne sa chanson, mais quand elle a vu le premier chèque arriver, elle a changé d'avis. 3 petites infos sur I Will Always Love You. Petit 1, c'est celle-là, la chanson de Dolly Parton la plus reprise de tous les temps. Petit 2, ce n'est absolument pas une chanson d'amour puisqu'elle est destinée à son grand ami Porter Wagoner. Petit 3, avec la rentrée des droits d'auteur apportés par la reprise de Whitney Houston, Dolly Parton s'est acheté un parc d'attractions dans le Tennessee, un parc d'attractions qu'elle a dédié à la culture country et qu'elle a renommé tout simplement Dollywood. Pour rendre hommage à la reine de la country qui est entrée en 2022 au Rock'n'Roll Hall of Fame sans jamais avoir fait d'album rock auparavant, mais bon, elle s'est rattrapée depuis en sortant Rockstar, son 49e album, un triple album de reprise en collaboration avec tout un tas d'artistes, tous plus prestigieux les uns que les autres. Pour lui rendre hommage, donc, on va écouter sa version d'I Will Always Love You, qu'on a pu écouter pour la toute première fois sur l'album Jolene, paru le 4 février 1974.
of the way, and I will always love you. I will always love you. Bittersweet memories, that's all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. I hope life treats you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule 9.4 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Toujours malade mais toujours vivant, toujours debout, comme dirait un chanteur qu'il est de moins en moins. Allez, aujourd'hui mettez vos bandanas autour du front, enfilez votre legging le plus fluo, attachez vos ceintures, on embarque pour février 1984. Les années passent, mais les mauvaises habitudes restent, pour des résultats parfaitement identiques. On avait parlé de la censure qui avait frappé les Kingsmen à propos de Louie Louie lors de l'épisode portant sur février 64. 20 ans plus tard, la BBC censure le premier single de Frankie Goes to Hollywood, Relax. Non seulement le titre ne passe pas sur la radio publique, mais le clip à l'imagerie gay et SM est également banni de la télé. Résultat de l'opération, Relax est numéro 1 au top 40 UK pendant 5 semaines, dont tout le mois de février 84, 2 millions d'exemplaires vendus et single de l'année 1984 aux Brit Awards. Mais on reparlera plus tard dans l'année du groupe de Liverpool. On va s'intéresser à un autre groupe débutant, un groupe qui vient de la ville rivale, Manchester. J'ai nommé les Smiths. Le groupe est fondé par Johnny Marr, guitariste et compositeur, et Morrissey, chanteur parolier avec une personnalité assez caractérielle, comme on pourra le voir par la suite. Les deux se rencontrent une première fois lors d'un concert de Patti Smith à Manchester fin août 1978, et bien que Morrissey ait déjà 19 ans à l'époque quand Johnny Marr n'en avait que 14, ils deviennent potes. Et c'est tout naturellement chez Morrissey que le guitariste se rend en mai 82 lorsqu'il décide de monter un groupe. Ils aimaient tous les deux la poésie, la littérature, mais surtout les mêmes groupes, les New York Dolls, mais aussi The Monochrome Set, un groupe londonien de post-punk new wave. He's got secular joy. He's a peculiar boy. But now the luster is gone, the peculiar boy is no more. Comme souvent dans la formation des groupes, le line-up évolue un peu au départ. Il faudra attendre le deuxième single des Smiths, publié le 31 octobre 1983, pour voir la formation historique au grand complet. En plus de Morrissey au chant et de Johnny Marr à la guitare, Andy Rourke est à la basse et Mike Joyce à la batterie. Et ce fameux deuxième single, ce n'est rien de moins que Charming Man.
numéro 1 au classement indie anglais et 25e au top 40 anglais. Cette chanson aux paroles pour beaucoup autobiographiques place durablement, définitivement même, les Smiths sur la carte du rock anglais. Morrissey est gay et il veut donner une image beaucoup plus sophistiquée de cet univers, à l'opposé des clichés habituels de l'époque, plutôt portés sur le cuir et la barbe, comme dans le clip de Relax dont on parlait tout à l'heure. L'aventure des Smiths va s'arrêter en juin 87, lorsque Johnny Marr jette l'éponge, épuisé par le travail et l'atmosphère détestable au sein du groupe. Les Smiths n'ont pas chômé, un album par an entre 84 et 87, des albums qui seront tous les 4 intégrés à la première liste des 500 plus grands albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2003. Ils seront parfaits. Chacun des albums des Smiths sera soit numéro 1, soit numéro 2 en Angleterre, mais ce succès va être accompagné de controverses. Il faut dire que quand on appelle son deuxième album Meat is Murder, la viande c'est du meurtre, manifeste végétarien, puis le suivant The Queen is Dead, on cherche un peu les ennuis. Ça peut en fatiguer plus d'un, mais ce n'est sans doute rien comparé au fait de côtoyer Morrissey tous les jours. Je ne vais pas épiloguer sur toutes les polémiques causées par le chanteur des Smiths, mais juste vous raconter une petite anecdote qui s'est déroulée au sein du groupe. Un matin, le bassiste Andy Rourke monte dans sa voiture, mais avant de démarrer, il voit qu'on a déposé un petit post-it sous son essuie-glace. Il le lit. Andy, tu quittes les Smiths, au revoir et bonne chance. C'était signé Morrissey. Je pense que c'est ce qu'Andy Rourke a dû se dire. Bon, 15 jours après, il était réintégré, faute de remplaçant convenable, mais quand même. Pour rendre hommage à l'un des groupes les plus cultes de toute l'histoire de la musique anglaise, classé plus grand groupe anglais de tous les temps en 2002 par les lecteurs du NME, un groupe dont la reformation ferait sans doute de l'autre côté de la Manche au moins autant de bruit que celle d'Oasis, on va s'écouter What Difference Does It Make qui figure sur The Smiths, le premier album des Smiths, un album sorti le 20 février 1984. Secrets and here is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide. I think I can rely on you. And yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none, but now you have gone, and you must be looking very old tonight. The devil will find work for idle hands to do. I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got 2 hands. But I'm still fond of you. Oh. So what difference does it make? Oh, what difference does it make? Oh, it makes none, but now you have gone, and your prejudice won't keep you warm tonight. Oh, the devil will find work for idle hands to do. I stole and then I lied just because you asked me to. But now
Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule 9.5 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Aujourd'hui on se retrouve en février 1994 dans un monde où Ace of Base est numéro 1 du top 50, Mariah Carey est numéro 1 au Royaume-Uni et la Beugleuse de Montréal numéro 1 aux États-Unis. On est mal. On est même très mal. Heureusement, depuis l'ouest des États-Unis, une nouvelle vague de pop-punk arrive et va plus que résister à l'envahisseur. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Le 1er février 1994, Green Day publie son 3e album, Dookie, littéralement une merde en français, référence au fait que les 3 membres du groupe souffraient régulièrement de diarrhée. Et sur ce purin va fleurir un des plus gros succès de cette fin de décennie, puisque Dookie va se vendre jusqu'à aujourd'hui à plus de 20 millions d'exemplaires. Une belle réussite quand on pense que la maison de disques espérait en vendre environ 200 000, allez 500 000 dans les rêves les plus fous de Très Cool, le batteur de Green Day. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? Billie Joe Armstrong et Mike Dimmt se rencontrent au collège et forment un groupe qui s'appelle Sweet Children. Ah, comme c'est mignon. Ils se font repérer par le boss du label Lookout Records et lors de ce fameux concert, il n'y avait que 5 spectateurs. Le groupe change de nom juste avant d'enregistrer son premier EP et Sweet Children devient Green Day. Un Green Day ou journée verte, c'est quand vous passez votre journée à ne rien faire excepté fumer des joints. Green Day sort 2 albums avec Lookout Records, 2 albums qui seront un succès à l'échelle du milieu indépendant, mais pas de quoi rentrer dans l'histoire du rock, puisque Kerplunk, deuxième album sorti en décembre 91, va culminer à 50 000 ventes aux États-Unis. On sait depuis le fameux concert à 5 spectateurs que Green Day n'a pas besoin de convaincre beaucoup de monde pour passer à l'étape suivante. Dans ceux qui ont jeté une oreille sur les premiers albums de Green Day se trouvent des gens de chez Sony Records, Warner ou encore Geffen, la maison de disques chez laquelle était Nirvana. Et bien que les premiers fans aient très de vendus, Green Day signe chez Reprise Records, une filiale de Warner où travaille un certain Rob Cavallo, et c'est lui qui va produire leur prochain album. C'est à Berkeley que le groupe s'enferme en studio avec Cavallo. Les membres du groupe sont très tendus, le producteur les emmène au bar mexicain en bas de la rue, même si Très Cool, le batteur n'a pas encore l'âge légal pour boire de l'alcool aux États-Unis. C'est ça le rock. Finalement, tout se passe bien, et au contact de Cavallo, Billie Joe Armstrong et ses 2 acolytes vont apprendre plein de choses. Une fois la production terminée, il faut passer l'étape marketing, et les gens de chez Warner étaient un peu craintifs de devoir discuter avec des sales gosses méprisants, des punks à chiens sans chien quoi. Mais n'oubliez pas qu'avant Green Day, c'était Sweet Children. Oh oui, je veux être bisounours, c'est tout. Le trio est intimidé de déambuler dans un bâtiment rempli de disques d'or et accepte sans broncher le projet de clip de Warner pour Longview, un clip très coloré qui plaira aux enfants de 9 ans selon la direction marketing de Warner. Et ils font confiance à ceux qui savent. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Et ça marche. La direction du clip sur MTV lance bien les ventes de Dookie, et si à ça vous ajoutez les passages dans des émissions telles que celles de Conan O'Brien et Jon Stewart, Dookie atteint rapidement la 2e place du top album américain. En quelques mois, la barre des 500 000 exemplaires vendus aux États-Unis est atteinte. Le disque de platine, décerné pour 1 million d'exemplaires, est remis au groupe le 17 août 1994. Le magazine Time va se pencher sur le phénomène Green Day, le compare certes à Nevermind de Nirvana pour l'impact que ce disque a sur toute une génération, ça c'est plutôt un compliment, mais affirme que cette musique est faite pour les personnes aux hormones bouillonnantes et à la faible capacité de concentration. Ça, c'est plutôt moins sympa. Mais bon, pour ce qui est de la faible capacité de concentration, on ne peut pas donner tort au Time, puisque Dookie contient 15 chansons pour une durée totale de 39 minutes 48 secondes. Ils ont pas le temps les gars de Green Day, hein. Pour eux passer 3 minutes c'est du rock progressif. Pour rendre hommage à Green Day qui a fait basculer les années 90 dans le pop-punk, on va s'écouter Longview, le premier single de l'album Dookie, sorti le 1er février 1994. Sit around and watch the tube, but nothing's on. I changed the channel.
Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule 9.6 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Une capsule consacrée à février 2004. On entre donc enfin dans le 21e siècle. Enfin, c'est pas forcément évident quand on regarde la liste des singles numéro 1 en Grande-Bretagne. En effet, le 7 février, c'est le collectif LMC qui atteint la place de numéro 1 avec Take Me to the Clouds Above. Un single basé sur un sample de With or Without You de U2, sorti en 1987, et en pompant les 4 premiers vers de Oh Will I Know, un single de Whitney Houston sorti en 85. Pendant 2 semaines, LMC est donc numéro 1 en Grande-Bretagne, puis c'est détrôné par ça. Une inutile reprise d'un tube des Beatles de 67. Pas très moderne tout ça. Et en plus, moi je viens vous parler de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, abattu le 28 juin 1914 à Sarajevo. Ah non, pardon, mes fiches ont été mélangées avec celles du podcast Histoire qu'on enregistre dans le studio d'à côté. Moi je viens vous parler de Franz Ferdinand. Bon, on n'était pas loin parce que le nom du groupe, grâce à un cheval de course, est donc directement inspiré du fameux archiduc dont le meurtre a précipité l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Cet événement ayant impliqué un changement brutal, Alex Kapranos et ses potes souhaitaient que l'arrivée de leur groupe en fasse autant. Et vu l'état de la musique à ce moment-là, on peut les comprendre. Vous avez des doutes ? Voici le numéro 1 du top 50 en France pendant tout février et une grosse partie de mars 2004. Je tourne en rond, tu sais que quelquefois je me sens seul et perdu. Est-ce que tu me reviendras? Je tourne en rond. Bon, heureusement pour ceux qui aimaient le rock à guitare, le salut va venir une fois de plus de nos amis britanniques, et cette fois c'est du côté de Glasgow que la lumière apparaît. Avez-vous vu la lumière? Oui, 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 par Jésus et Saint Fred Astaire. Mais même si tout est allé assez vite finalement pour Franz Ferdinand, c'est dans les bas-fonds que l'aventure va commencer. C'est en effet à la fin de l'année 2001, dans un entrepôt désaffecté situé sur les bords de la rivière Clyde, que les Écossais vont se réunir pour répéter et donner leur premier concert. Un endroit qui, plus de 20 ans après, leur sert encore de local de répétition. Fin 2002, Franz Ferdinand se rend à Londres dans l'espoir de trouver une maison de disques. Mission accomplie puisque Domino Records signe le groupe et l'envoie immédiatement en Suède pour enregistrer un EP sous les ordres de Tore Johansson, le producteur des Cardigans. L'EP s'appelle Darts of Pleasure et fait un tabac dans la rédaction du NME, ce qui est toujours un bon plan quand on est un jeune groupe qui veut se faire connaître. Le 10 janvier 2004, Franz Ferdinand est pour la première fois en couverture du NME avec l'accroche suivante. Ce groupe va changer votre vie. Rien que ça. 2 jours plus tard sort Take Me Out, le titre qui va confirmer les pronostics du NME. Avec son intro au rythme rapide suivi par 2 refrains plus lents, les Franz Ferdinand prennent d'assaut les charts britanniques, numéro 1 au classement indie et 3e du top 40 anglais. Franz Ferdinand sort son premier album éponyme le 9 février 2004 et le succès est immédiatement au rendez-vous puisque presque 4 millions d'exemplaires seront vendus et vient le Mercury Prize récompensant le meilleur album britannique de l'année. The winner of the 2004 Nationwide Mercury Prize is Franz Ferdinand. Devant une certaine Amy Winehouse et son album Frank, s'il vous plaît. La consécration est totale, le groupe part en tournée à travers toute l'Europe et également aux États-Unis où Take Me Out commence à être massivement diffusé sur les radios rock alternatives et le clip régulièrement à l'antenne sur MTV. En 2005, Franz Ferdinand est invité à se produire lors de la cérémonie des Grammy Awards et sont nominés par 2 fois, dans la catégorie meilleure performance rock par un duo groupe pour Take Me Out et dans la catégorie meilleur album alternatif pour Franz Ferdinand. Le groupe repart bredouille mais se met au travail pour un 2e album qui aurait pu s'appeler aussi Franz Ferdinand, mais heureusement, le groupe abandonne l'idée un peu saugrenue d'appeler tous ses albums par le même nom. Pour conclure cette capsule, on va donc écouter Michael, le 4e single issu de Franz Ferdinand, un album publié le 9 février 2004. Cette chanson a la particularité de contenir un message caché en son sein. Si vous écoutez le disque à l'envers, vous pourrez entendre à un moment donné « She's worried about you, call your mother », soit « Elle s'inquiète pour toi, appelle ta mère ».
Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule 9.7 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Aujourd'hui, dans cet épisode consacré à février 2014, nous allons parler de la fameuse bourgade de Kettering. Ville de 63 150 habitants située dans le comté du Northamptonshire, à 108 km au nord de Londres, une ville tranquille où l'événement historique le plus marquant fut sans nul doute l'arrivée du chemin de fer en 1857. À part ça, à Kettering, vous pourrez trouver le deuxième plus vieux parc d'attractions de toute la Grande-Bretagne et un club de foot qui végète dans les bas-fonds de la 7ème division anglaise. Fascinant, non ? Et pourtant, ce bled paumé nous a offert Horace Panther, bassiste des Specials. Mais surtout James Bagshaw et Tom Walmsley, le duo fondateur du groupe Temples. En 2012, James Bagshaw et Tom Walmsley, qui se connaissaient depuis plusieurs années car ils jouaient dans des groupes locaux rivaux. Oui, à Kettering, il y a fait plusieurs groupes de rock. Incroyable, mais... En même temps, que peuvent faire d'autres que du rock deux jeunes hommes dans une Kettering endormie ? En 2012, donc, James Bagshaw et Tom Walmsley décident de monter un projet à deux en enregistrant dans la chambre de Bagshaw. Ils balancent sur YouTube 4 morceaux, dont le fameux Shelter Song que vous entendez en ce moment. Succès immédiat, et le duo se fait repérer par une maison de disques, Heavenly Records, qui les signe immédiatement et sort Shelter Song en single en novembre 2012. Pour promouvoir le groupe, la maison de disques veut que Temples fasse de la scène, il faut donc recruter un clavier et un batteur, c'est aussi à Kettering qu'on va trouver les deux nouveaux membres du groupe. Mais le fait de devenir un groupe professionnel ne change rien aux méthodes de composition et d'enregistrement de Temples. C'est toujours dans un home studio que le groupe travaille, mais tout va aller très vite pour Temples. Eh, ça va vite! Ça va vite! Ça va trop vite! Alors que Temples n'a sorti que 2 singles et n'a même pas d'album prévu, le groupe fait la tournée des festivals britanniques et européens, partageant la scène de groupes renommés comme Suède, Kasabian ou les Vaccines, et honneur suprême, le 6 juillet 2013, Temples fait partie des groupes qui montent sur la scène d'Hyde Park, avant un petit groupe local qui avait déjà joué au même endroit en juillet 69. Ladies and gentlemen, will you welcome back to Hyde Park, the Rolling Stones! Quand je vous le dis que ça va vite, Noel Gallagher déclare publiquement que Temples est son groupe préféré du moment, et voilà que les 4 gars de Kettering sont définitivement adoubés. James Bagshaw, avec son look à la Mark Bolan, le légendaire frontman de T-Rex, une des influences de Temples, devient une des figures de proue du revival du rock psychédélique en ce début des années 2010, un mouvement principalement impulsé par le groupe australien Tame Impala, mené par le multi-instrumentiste Kevin Parker. Temples se lance dans une tournée anglaise en tête d'affiche cette fois à l'automne 2013 et annonce la sortie de son premier album Sun Structure pour février 2014. Les critiques sont dithyrambiques, un journaliste du Daily Express proclame qu'il faut oublier Syd Barrett, l'âme créatrice de début de Pink Floyd. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, il fallait donc oublier Syd Barrett car les Temples viennent de sortir l'album psychédélique de l'année, selon ce fameux journaliste du Daily Express. On convoque aussi assez souvent les Beatles pour évoquer Sun Structure, ce qui a le don d'énerver Bagshaw, même si oui, les 4 de Liverpool font aussi partie des influences du groupe. Sun Structure, le premier album de Temples, va connaître un vrai succès commercial en Grande-Bretagne, se hissant à la 7ème place du top album et 2ème du classement concernant les albums indépendants. Temples va aussi s'attaquer au marché américain, les passages chez Jimmy Fallon et Ellen DeGeneres vont faire connaître le groupe et permettre à l'album de pointer la 44e place des ventes d'albums rock aux États-Unis. Temples a publié son 4e album Exotico au mois d'avril de l'année dernière, mais comme aujourd'hui on se consacre à février 2014, on va s'écouter The Guesser, issu du premier album du groupe de rock le plus connu de Kettering dans le Northamptonshire, un album dont les Japonais ont eu la primeur le 5 février 2014, soit quelques jours avant le reste du monde.
changing times and matter. It wasn't really clear at first. The gentrymen were also under admired. The peasant people were the same. Take a look. The only thing is that the numbers don't add up. Late from work. It's just a typical thing in which you need to comply. The bank is paying another wage. For working class the joy of drinking prevails. The taps are open, never close. Take a guess. The only thing is that the guesser isn't less. Walk on by. It's just a difficult time in which the people comply. It's a difficult time. Put your hands on the wall. Take a look at the scene that you can see as paradise. Then just close your eyes. Find your way. It's a typical time. Periodical sign. Take a gamble and make a little bet on paradise. Open your eyes. Here's the way. To move a problem is to stay out of harm. Although the worry isn't on. The working man is feeling under the weather. The peasant woman even worse. Take a look. The only thing is that the numbers don't add up. Walk and ride. It's just a sentiment time, such a terrible plight. Take a guess. The only thing is that the guesser isn't less. Walk on by. It's just a difficult time in which the people comply. It's a difficult time. Put your hands on the wire. Take a look at the scene that you can see. That's paradise. Then just close your eyes. Find your way. It's a typical time. Periodical sign. Take a gamble and make a little bet on paradise. Open your eyes. Here's the way. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule 9.8 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Alors aujourd'hui c'est le dernier épisode consacré au mois de février et comme je vous l'avais dit, on va parler d'une nouveauté puisque l'histoire de la musique continue de s'écrire tous les jours. Et cette nouveauté c'est What Now, le second album solo de Brittany Howard. I don't wanna confuse you for fulfillment. I don't want to wonder what our love is. I might be the one to cause you trouble. Brittany Howard, c'est la chanteuse, meneuse et guitariste rythmique des Alabama Shakes, l'un des groupes les plus intéressants du début des années 2010. Brittany Howard est née en octobre 88 à Athènes, dans l'état de l'Alabama. Elle a grandi dans un mobile-home situé au milieu d'une sorte de décharge appartenant à ses parents. Et vers 11-12 ans, au collège, c'est en assistant à un concert donné par des élèves qu'elle décide de monter un groupe et de se mettre sérieusement à la musique. Sa grande sœur, Jamie, dont on reparlera plus tard, lui apprend à écrire des poèmes et à jouer du piano. De son côté, Brittany Howard apprend à jouer toute seule de la guitare, de la basse et de la batterie. Motivée la petite Brittany. Elle écoute alors en boucle les chansons d'Elvis et de Dionne Warwick. If you see me walking down the street and I start to cry,
each time we meet. Walk on by. Au lycée, elle rencontre Zach Cockrell et ce dernier lui fait découvrir un autre univers musical. Brittany Howard se rappelle parfaitement de la fois où, à l'arrière d'une voiture avec des potes, elle a entendu pour la première fois Pink Floyd et à partir de ce moment-là, elle s'est mise à écouter à fond du classic rock. Le classic rock qui sera le fonds de commerce des Shakes, le groupe qu'elle va monter avec Zach Cockrell à la basse, puisqu'en 2009, lors des premiers concerts du groupe, la setlist se composait entre autres de reprises de Led Zeppelin et d'AC/DC. Pendant ce temps-là, tous les membres du groupe gardent leur boulot. Cockrell bossait alors dans une clinique vétérinaire, le batteur travaillait dans une centrale nucléaire, le second guitariste peignait des maisons et Brittany Howard faisait des frites et distribuait le courrier pour l'US Postal. Entre deux concerts dans les bars, le groupe commence à enregistrer son premier album à Nashville et en juillet 2011, un animateur de Sirius XM, une des très très grosses radios américaines, poste You Ain't Alone sur son blog. Dès le lendemain, le groupe est assailli de demandes de la part de labels et de managers. Un contrat est signé avec ATO Records et le groupe est obligé de changer son nom car il existe plein de groupes qui s'appellent déjà les Shakes. On rajoute tout simplement l'état d'origine des membres du groupe et le groupe s'appelle désormais les Alabama Shakes. 2 albums et 4 Grammy Awards plus tard, Brittany Howard décide de mettre le groupe sur pause et de se lancer dans une carrière solo. En juin 2019, elle sort son premier album, Jamie, titre donné en l'honneur de sa grande sœur, morte d'une maladie foudroyante quand Brittany avait 13 ans. Sur cet album aux sonorités diverses, on passe du blues rock à la soul, en passant par des expérimentations électro. Brittany Howard s'est livrée à une introspection personnelle, une sorte de bilan au moment d'avoir 30 ans. Alors pour résumer, Brittany Howard est une métisse, issue d'une famille pauvre, sa sœur est morte quand elle était ado, et pour couronner le tout, Brittany Howard est une lesbienne qui a grandi dans une communauté très religieuse. Vous avez compris qu'on n'est pas là pour tourner les serviettes. Et donc, ce vendredi 9 février est sorti What Now, le second album de Brittany Howard, un disque où la chanteuse et autrice-compositrice s'est aventurée dans divers styles, soul, funk, électro, parfois on est à la limite de la techno et même le jazz. Un album où la voix de Brittany se fait beaucoup plus joyeuse que dans l'opus précédent. What Now a été très bien accueilli par la critique musicale, j'en veux pour preuve ce commentaire du journaliste du magazine Mojo. Howard s'attaque à tellement de styles différents avec brio que le disque devrait s'appeler What Next, selon ce fameux journaliste. Pour finir cet épisode, on va s'écouter I Don't, une petite pépite smooth issue de What Now, le second album de Brittany Howard, dont la voix puissante a été comparée évidemment et un peu facilement à Janis Joplin et Tina Turner, alors que son modèle vocal a toujours été Bon Scott, feu chanteur d'AC/DC. Sur I Don't, la voix de Brittany Howard se fait plus douce, preuve qu'elle est capable d'exceller à plusieurs niveaux. Does anyone
Et voilà, l'intégrale du mois de février est désormais terminée. On se retrouve le lundi 4 mars pour la capsule 10.1 qui sera consacrée à mars 1954. J'attends vos réactions, vos messages par mail à ce-n'est-que-de-la-musique@gmail.com, ce n'est que de la musique tout attaché et sans apostrophe, ou via les profils Instagram et Facebook de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. D'ici là, amusez-vous bien, allez dans la paix et la joie du rock'n'roll, et comme disait l'autre... Good night. Sleep tight.